Joyeuse Pâques, mesdames et messieurs. Je vous souhaite une très belle fête et je sais que depuis le samedi, la fête a commencé chez certains et le dimanche chez d'autres. Et après quelques moments passés en famille tout au long de cette journée à la plage, je sais que beaucoup d'entre vous sont fatigués, mais n'empêche, on est là, vous avez pris le rendez-vous et c'est ce qui est d'ailleurs bien pour entrer dans une nouvelle année pour vous. Et déjà, je vous souhaite une bonne année de santé, de paix, de bonheur et tout ce que vous voulez. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans le grand rendez-vous. Lundi de Pâques, le grand rendez-vous spécialement consacré à la fête. Déjà, Monde agricole s'intéresse à la filière œufs au Bénin, enjeux et perspectives. Vous savez qu'on parle souvent d'œufs de Pâques. On aura les détails tout à l'heure. Est-ce que les œufs sont consommés comme il se doit en temps de fête? Nous aurons Donan Razoumen, aviculteur, pour nous donner son avis sur le sujet avec Marcel Betoro dans Monde agricole. Nous aurons dans Nature et Bien-être Patrice Sabo, qu'on ne présente plus, naturaliste, bon teint je dirais, pour nous parler de la journée mondiale de la terre nourricière. Pour quel objectif? Notre expert de ce soir, déjà installé, vous aurez le temps de le découvrir tout à l'heure. Il s'agit de Flavien Idinou, il est économiste. Avec lui, on parle, avec les images que vous voyez d'ailleurs des œufs de Pâques, on parle précisément de Pâques au Bénin. Est-ce une fête moins commerciale? Il n'y a pas assez d'engouement autour. Quand on constate un peu la situation dans nos centres commerciaux, nous allons aborder la question avec l'économiste tout à l'heure. Autant savoir s'intéresse ce soir également à Pâques, fête de Pâques, quelle tradition autour? Elle reçoit un pasteur de l'église protestante méthodiste du Bénin, je vais y arriver. Il s'appelle Enoch Akpo. Avec Agnat Bello, ils vont aborder le sujet dans quelques minutes. Le grand rendez-vous, c'est également l'actualité sur la toile avec Adonis Bow et le journal qui sera présenté à 19h45 par Estelle Pazou. Bonsoir à vous, heureuse d'annoncer Pâques, c'est la fête chez les chrétiens, mais c'est aussi l'occasion de bonnes affaires. Bougies ou autres objets de piété, la clientèle ne se fait pas prier. Suivez dans le 1945 le processus pour devenir prêtre. Porter la soutane requiert quelques préalables et fondamentaux que nous allons découvrir. Et puis, même si l'esclavage des enfants n'existe pas au Bénin, aucune autre forme de maltraitance à leur égard ne saurait être acceptée. La direction du travail veut passer à la répression après de longues années de sensibilisation et bien évidemment, tous les détails sont à suivre à 19h45. En attendant d'avoir toutes ces informations, je nous demande d'installer le tout premier plateau, l'espère.
Je l'ai dit tantôt, l'expert de ce soir, Flavien Aïdinou, il est économiste. Monsieur Aïdinou, bonsoir. Bonsoir madame. Vous vous portez très bien? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Bonsoir heureuse, c'est mieux, hein? Ben, écoutez, vous êtes une dame, bonsoir madame, bonsoir heureuse, c'est la même chose. C'est mieux pour éviter un peu, bon, pour limiter les barrières, quoi. On va se détendre un peu sur le plateau. C'est quand même la fête. Alors, joyeuse Pâques, je dois vous dire. Merci beaucoup. Vous êtes très bien habillé, du blanc noir. Oh, merci beaucoup. Ça vous va très bien. Merci. Avec le chapeau, franchement. C'est un style qu'on ne voit souvent pas. Ben, écoutez, il y a des moments où on veut s'habiller un peu plus relax, donc loin du style, on va dire, très aristocratique, donc costume, cravate, donc il faut être un peu relax et tout. C'est la Pâques. C'est la Pâques. Et c'est Pâques. Alors, Monsieur Aïdinou, on parle Pâques au Bénin. Ce n'est pas comme la fête, je dirais, le 1er janvier, hein, il n'y a pas assez de mouvement autour. C'est moi mon avis. Est-ce que c'est le même constat à votre niveau? Oui, il suffit juste d'observer dans la ville, lorsque nous avons par exemple les fêtes de fin d'année et la fête, je vais me donner la liberté de l'associer également à la fête de, disons, la Saint-Valentin. Le décor de la ville n'est pas pareil. Donc, ça veut dire qu'il y a un engouement beaucoup plus au niveau des deux fêtes que je viens de citer par rapport à la fête de Pâques. Mais de façon, disons, fondamentalement, c'est à cause de l'origine même de la fête et de la compréhension que beaucoup de personnes ont de cette fête. Alors, j'ai envie de dire au départ que la fête de Pâques, c'est une fête chrétienne et normalement, c'est la fête la plus importante de la chrétienté. C'est ce qu'on nous a dit, hein, mais on ne dirait pas. Pourquoi? Je vous dis pourquoi. Simplement parce que la Pâque existait avant même l'avènement du Christ. La Pâque existait. Mais Jésus a choisi la fête de Pâques pour retourner à Jérusalem, pour célébrer la Pâque avec ses disciples. Et c'est à l'occasion de cette célébration, lorsqu'il va quitter la célébration de la fête de Pâques pour se rendre dans le jardin de Gethsémani, qu'on va venir l'arrêter. Et à partir de ce moment... Au-delà d'être économiste, vous êtes encore religieux. On va laisser tout ça peut-être pour le religieux qui sera sur le plateau tout à l'heure. Le religieux le fera, mais rappelez-vous que c'est une fête qui est liée au christianisme. Donc, il faut que je fasse un peu ce petit rappel. Je n'irai pas dans le fond. Donc, Jésus a choisi de se faire arrêter à l'occasion de la Pâque pour mourir et ressusciter. Et la résurrection du Christ est souvent associée au dimanche à la fête de Pâques. Et tout le sens du christianisme se retrouve là. Donc, normalement, tous les chrétiens devraient prendre cette fête de commémoration de façon beaucoup plus importante que toutes les autres. Donc ça doit être la plus grande des fêtes. Normalement, dans le christianisme, ça doit être la plus grande fête. Je ne parle pas de la religion. Je parle du christianisme. Alors, il faut faire la différence entre le christianisme et la religion. La religion, c'est l'effort fait par un homme pour plaire à Dieu, pour se rapprocher de Dieu. Mais le christianisme, c'est la vie de Christ en nous. Donc, loin de tous les rituels, loin de tous les dogmes et autres, c'est la vie de simplicité que le Christ a vécu sur terre parce que sa mort, sa crucifixion et sa résurrection a un important, on va dire, est très important pour le chrétien parce que c'est par là qu'il a la rémission de ses péchés et qu'il peut aspirer à la vie éternelle. Donc, c'est alors pour voir un peu, d'autant plus qu'on nous parle souvent de nos traditions, c'est une fête importée, devons-nous dire, c'est la raison pour laquelle ce n'est pas encore aussi incarné dans la célébration n'est pas aussi incarnée comme ça doit l'être. Non, pas. Moi, je ne parle pas en termes d'importation. Je parlerai en termes de compréhension et en termes donc de l'adhésion de cela par un certain nombre
de personnes. Regardez par exemple le 1er janvier, la fête du Nouvel An, ou bien le 25. Il y a même c'est une fête qui, beaucoup de personnes se retrouvent dans cette fête-là. Oui. Même le musulman, le vaudouisant, le chrétien, le bouddhiste se retrouvent parce que c'est une nouvelle année, il va faire des achats, il va dépenser, et ce qui fait que l'investissement va produire un effet de commerce, c'est parce que on va avoir l'envie de dépenser pour acheter quelque chose, et c'est en retour le vendeur également qui va vendre, et derrière c'est tout un business qui est embarqué et qui s'installe. Donc ce qui est observé tout simplement pour la Pâque, c'est que on se dit c'est une fête chrétienne, et les gens ne veulent pas rester fastes par rapport à la célébration de cette fête, en dehors de quelques ethnies telles que les Popos, qui ont pris la liberté de célébrer leur fête identitaire à l'occasion de la fête de Pâques. Ça fait que sur la il n'y a pas que les Popos, la bordure, je crois tout au long de en tout cas samedi et dimanche, il y a depuis eu Ouida, assez de, la bordure jusqu'à Grand Popo là-bas, c'est très animé, et c'est à ce niveau-là qu'on pourrait dire il y a du commerce qui s'installe, il y a du business qui s'installe, parce qu'il y a de l'affluence, parce que les gens ont envie d'aller faire l'expérience de cette fête merveilleuse qui est donc le Nobitcha. En communauté. Oui. Mais est-ce à dire qu'au Bénin, fête de Pâques, c'est une fête moins commerciale? On est tenté de le dire. Pourquoi? Une autre raison qui est une raison, on va dire, de nature de la disponibilité de ressources, c'est que c'est la période de célébration de la Pâque. Lorsque vous regardez bien, la fête de Pâques se célèbre au début de la 3e semaine du mois. Nous sommes le 22, le vendredi c'était le 19. Oui. Et donc les salaires ne sont pas encore payés. Je sais que c'est à partir de la date 20 qu'on commence à virer les salaires. Donc, alors s'il y a des employeurs qui virent le 15, c'est une bonne chose. Mais est-ce que ça va rester jusqu'à la fin du mois? C'est le point d'interrogation. Donc il faut faire des économies. Le vendredi, veille donc de ce week-end pascal, les gens ont déjà presque géré tout ce qui est urgence du début du mois jusqu'à cette date. Donc, a priori, les gens n'ont plus de liquidité, à moins que c'est ce qui a été planifié pour le reste du mois qui reste. Donc, les gens n'ont pas un pouvoir d'achat assez fort pour pouvoir se permettre de faire des dépenses. Et quand vous regardez bien, personne ne fait une programmation pour faire des achats en période pascale, tel que on le voit pour les fêtes de fin d'année. On sait qu'on doit faire ceci, on doit faire ça, et la ville même est caractéristique de cela. Vous voyez des magasins de jouets un peu partout, la ville est à l'effigie du Père Noël, et un ensemble de choses. Donc la nature de la fête, qui est une fête, on va dire, chrétienne, donc pour une certaine communauté, la période où cette fête survient, donc difficulté de liquidité, donc les gens n'ont plus le pouvoir d'achat qu'il faut pour le faire, et tout ça fait que la fête pascale telle qu'on l'observe n'a pas, on va dire, célébré dans la sobriété, un retour très commercial. Donc c'est célébré dans la sobriété. Les gens vont à l'église, ils reviennent, il y a un repas copieux qui est fait à la maison, et après le soir on va à la plage, pas de grandes dépenses. Alors que pour les autres fêtes, par exemple, il faut acheter un cadeau à quelqu'un. Est-ce que ce sont là vos indicateurs à vous pour savoir si telle fête a de l'impact, agit sur l'économie, les centres commerciaux, tels que ça marche, ça bouge à ce niveau-là? Ce sont là les indicateurs pour vous, économistes, pour savoir que telle fête est commerciale ou pas? Je n'ai pas connaissance qu'il y a eu une enquête sérieuse avec un questionnaire d'adressage bien élaboré qui a pu travailler sur ces versants-là. Je n'ai pas connaissance. Donc, je ne sais pas s'il y a eu des enquêtes qui ont été réalisées avec des indicateurs bien précis là-dessus. Mais en regardant l'analyse basique de comment les choses se passent, on pourrait dire, sans risque de se tromper, et au regard des différents éléments, on va dire sociologiques et des éléments d'appartenance
des éléments de communauté que je viens d'évoquer, on pourrait, sans risque de se tromper, dire que la fête de Pâques n'attire pas, on va dire, tellement de monde en termes donc de dépenses et de reconnaissance telles que les fêtes de fin d'année nous donnent l'occasion d'observer. Réellement, on ne constate rien, mais s'il n'y a rien, est-ce qu'on peut aller acheter quelque chose? Vous savez, dans la théorie économique, il n'y a pas d'industrie autour de ça. Avant qu'on ne parle d'échange, il faut qu'il y ait la demande qui rencontre l'offre. Ce n'est pas l'offre qui est disponible pour la demande. Lorsque la demande n'est pas pointue, l'offre a beau exister, il n'y aura pas échange. Donc, c'est vous dire que si les commerçants proposent des choses et les gens ne sont pas intéressés, les gens n'ont pas les moyens de s'offrir cela, les gens ne veulent pas le faire, ça va pourrir là. Et puis, le commerçant va se retrouver sur le carreau. Donc, les commerçants aussi, ils ont du flair. Donc, ils analysent, ils anticipent sur les besoins, on va dire, des populations. Observez bien, lorsque Saint-Valentin, par exemple, s'approche, à 2 semaines déjà, on voit déjà le rouge un peu partout dans la ville. Dans les boutiques, devant les étalages. Donc, ça veut dire que les commerçants ont anticipé cela pour se dire, ben, les gens vont demander ces produits et donc ils créent l'offre pour que la rencontre des deux puisse produire l'échange qui est donc caractéristique de ce que les gens sont véritablement dans cette dynamique-là. Mais pour la Pâques, qu'est-ce qu'il y a à part quelques restaurants qui vont offrir des possibilités, on va dire, des structures d'accueil spécifiques qui vont faire des soirées et autres dans nos villes, Cotonou, Porto Novo, à part Grand Popo où il va y avoir véritablement du grand monde. Donc, le tourisme va se développer, la restauration va se développer, la découverte de nouveaux mets va se faire à ce niveau-là. Et donc, c'est sur ce versant-là qu'il va y avoir effectivement de l'attention parce que tout le monde veut aller voir le Novitja. On en entend parler, il faut y aller pour vivre ces instants magiques. Les œufs de Pâques, peut-être ça aussi devait quand même intéresser les commerçants. On va parler de l'élevage des œufs tout à l'heure. Mais les œufs de Pâques, moi je me dis, ce n'est pas dans notre culture tout ça. Malheureusement, le béninois, ça ne lui dit pas grand-chose, à part quelques, on va dire, quelques personnes qui sont d'une certaine classe, d'une certaine culture, qui comprennent que bon, il y a les œufs de Pâques, il faut en profiter pour faire ces choses-là. Comme je vous l'ai dit, quelques restaurants proposent les œufs de Pâques à l'occasion de cet événement, mais ce n'est pas aussi démocratisé comme cela se fait. Je vais peut-être vous demander, il n'y a pas intérêt, est-ce qu'on ne pouvait pas faire autrement, on ne peut pas revoir cette stratégie? C'est comme ça toutes les années, cette manière de fêter Pâques, pour que quelque part ça y ait quand même un impact sur notre économie, comme la fête de la nouvelle année. Oui, vous savez de Noël. Vous savez que la Pâques, c'est une fête chrétienne. Et vous savez, il y a plusieurs courants de pensée lorsqu'on parle de la chrétienté. Il y en a qui prennent cette fête pas au premier comme fête la plus importante, mais il y en a qui pensent que c'est une fête qui compte comme les autres, alors que, tel que je vous l'ai dit, en regardant même l'essence du christianisme qui est lié à la mort et à la résurrection du Christ, qui s'est fait à l'occasion de la fête de Pâques, qui est une fête juive qui existait bien avant l'avènement du Christ. Vous l'avez dit, Donc, si tout le monde comprend que c'est une fête, que c'est important, ça devrait susciter beaucoup plus d'engouement et beaucoup plus de, on va dire, de planification de dépenses à cet effet. Donc, le gros problème, c'est que les gens ne planifient pas de dépenser à l'occasion de cette fête. Mais on planifie. Ce n'est pas dans notre programme. Fêter Pâques ce n'est pas dans les habitudes. Dépenser pour Pâques, ce n'est pas dans les habitudes. Exactement. Et pourtant, c'est la principale fête chrétienne, nous dit-on. Merci beaucoup. Flavien Idinou, économiste, avec vous, on a abordé un peu l'aspect commercial difficile à trouver pendant cette période de fête. Bon retour chez vous, bonne fête encore, bonne soirée. Merci. Vous reprenez bien demain, puisque demain, il y a boulot. Eh oui, ça c'est vrai. Tous ceux qui ont pris le temps de bien fêter, à Novitja, à Gbessialé ou tout ça, demain, c'est pas chômé. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Espère. Le deuxième plateau va s'installer. On va parler des œufs de Pâques, pourquoi pas, dans le monde agricole.
Aviculture, on en parle dans le monde agricole avec Marcel Betoro et Donan Razoumé. Il est aviculteur, mais d'abord on va suivre ce reportage réalisé à cet effet. L'autosuffisance alimentaire et nutritionnelle bientôt une réalité au Bénin. L'aviculture, l'une des filières pourvoyeuses d'emplois, est en voie d'être réorganisée pour plus de résultats. Les acteurs de la filière exposent au public leur potentialité. L'investissement est lourd et le retour sur l'investissement est lent, mais je crois qu'avec les structures que le gouvernement est en train de mettre en place, telles que le FNDA, le Fonds de développement national agricole, avec ce fonds, je crois qu'on aura un bon développement. Le marché agricole au Bénin, actuellement, la demande est supérieure à l'offre. Nous n'avons pas encore atteint ce qu'il faut. Nous, notre problème, c'est d'arriver à l'autosuffisance alimentaire d'abord, avant de commencer par réexporter dans les pays, surtout au Nigeria. Puisqu'on a vu que les Nigériens en ont besoin. Organiser des journées béninoises pour l'aviculture, c'est une première. L'enjeu est grand et les défis non négligeables. Nous avons promis d'ici 2021 arriver à 30 000 tonnes d'œufs. Et 2022, et nous, avec la collaboration du gouvernement, etc., nous allons commencer par faire l'exportation de nos produits. Malgré le développement de cette filière, elle fait toutefois face à de nombreuses contraintes liées notamment à la disponibilité. En Afrique, automatiquement, on peut nous-mêmes manger nos volailles, nous-mêmes développer nos agricultures, développer tout ce qui concerne l'agriculture en Afrique. C'est un métier qui est un peu délicat, mais j'invite les femmes, les Béninoises, j'encourage les Béninoises de se lancer dans l'agriculture et nous aurons de gains de cause. Dans le combat pour l'autosuffisance en protéines animales, l'aviculture est sans doute la meilleure arme du Bénin. Et ces premières journées avicoles apparaissent comme le signal pour l'amélioration de la sécurité alimentaire. Merci à vous, Gloria Oni, pour ce reportage. Et nous retrouvons la chroniqueuse du monde agricole, Marcel Betoro. Bonsoir, Rose Danode, amis téléspectateurs, bonsoir. On entre dans la nouvelle année avec... Des œufs. Moi, je parle du cendre. J'ai pensé que c'était plutôt les œufs. Parce que vous en avez apporté suffisamment sur ce plateau. Oui, pour mes téléspectateurs, mais pour ce vous sont des œufs cuits, c'est des œufs durs ou... Non, ce sont des œufs frais, ce n'est pas des œufs cuits. Donc, c'est qu'il faut les garder jalousement, quoi. Exactement. Nous sommes avec monsieur Donan Razoumé, comme je le disais, aviculteur. Vous avez eu le temps de le voir. Merci d'être là. Bonsoir. Merci, madame. Vous avez bien fêté? Bien sûr, comme tout le monde. Vous êtes aviculteur, mais est-ce que vous avez eu à décorer votre maison avec des œufs de Pâques? Comme ce n'est pas une habitude en Afrique ou au Bénin, nous n'avons pas l'habitude de décorer les œufs ou de fêter Pâques comme ça se passe ailleurs, aux États-Unis, en France et autres. Donc, essentiellement, ce qui se fait à Pâques en Afrique, c'est de manger. Donc, voilà. Manger et rien que manger. Alors, ce soir, on ne va pas parler de manger des œufs. On va parler d'élevage. Voilà, de l'aviculture, tout simplement. Et c'est ça, nous sommes avec monsieur Donan Razoumé. Oui. Une fois encore, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, dites-nous, quand on parle d'aviculture, tout de suite, à quoi est-ce qu'on fait allusion? L'aviculture se résume à tout ce qui concerne l'élevage d'oiseaux ou de volailles. On entend par élevage d'oiseaux ou de volailles, parce que quand on parle d'aviculture, nous avons tendance à penser simplement à l'élevage de poules, mais en réalité, lorsque par exemple beaucoup d'entendent... Tout ce qui peut produire des œufs, c'est ça? Exactement. Aujourd'hui, on parle de cailles, beaucoup aiment manger les cailles. Les cailles, ce sont des oiseaux, mais ça célèbre, ça a été domestiqué. En dehors des poules que les gens connaissent, nous avons aussi la possibilité... Les canards? Les canards, oui, exactement, les dindes, les oies, les pintades, voilà. Exactement. Ce sont des variétés La de liste est longue, hein? Exactement. Voilà, l'autruche, c'est pas possible. L'autruche, c'est un animal à part. Mais quand même, il y a des œufs. Oui, les œufs d'autruche sont assez grands. Voilà. En Afrique, les pays où on produit les œufs d'autruche, c'est essentiellement en Afrique du Sud. Au Kenya, c'est les pays vraiment à une température
spécial. Ça peut exister Ces au œufs-là Bénin. doivent être assez Assez grands, grand. à la taille de Franchement, l'autruche. Hein? C'est franchement. pas de la taille Et de très l'autruche, dur en mais plus. c'est assez grand quand même. Ça fait à peu près ma main. C'est de grands œufs et c'est même des œufs qui sont adéquats pour la décoration de Pâques, ainsi de suite. Alors, Voilà. on retient tout simplement que l'aviculture, c'est justement l'élevage des volailles, mais aussi des oiseaux. Des oiseaux, Et aussi la exactement. production des œufs. C'est tout ça Exactement, que qui pas fait- seulement la production des œufs, mais aussi ça peut permettre à aller à la fin de la chaîne, à la consommation de la viande de cette volaille-là ou de ces oiseaux. D'accord. Alors, de façon technique, quels sont les différents types d'aviculture qui existent? De façon plus simple, nous allons simplement classifier l'aviculture en deux volets. Il y a le volet industriel ou moderne et le volet traditionnel ou paysanne. Mais il y a un volet mixte qui se retrouve au milieu, qui n'est pas souvent Tradimoderne? considéré. Ça fait Justement, moderne. Si c'est mixte. non, c'est pas de la musique, c'est pas de la musique, c'est l'agriculture traditionnelle ou semi-industrielle, comme c'est à mi-chemin. Mais en réalité, c'est cette culture-là, de cette production d'aviculture qui se fait essentiellement en Afrique, pour ne pas dire au Bénin. Au Bénin. L'agriculture ou l'aviculture industrielle, c'est celle-là qui se fait beaucoup plus en bande, c'est-à-dire de façon industrielle, avec des machines En grande quantité. en grande quantité, avec toutes des installations précises pour ça. Et cette agriculture se fait de façon spéciale, c'est-à-dire que si je suis un aviculteur industriel, je choisis par exemple de nourrir des animaux et de vendre juste la chair. Ou alors, je choisis de récupérer des œufs, d'incuber et d'aller au poussin. Ou alors, je choisis tout simplement de permettre à d'autres personnes de produire simplement ces œufs-là pour qu'on puisse consommer à table. Ok. Alors, dites-nous, déjà, au niveau de l'aviculture, qu'est-ce qu'il faut pour pratiquer ou bien pour faire l'élevage des volailles ou des oiseaux? De quoi est-ce qu'on a besoin? De façon personnelle, je dirais essentiellement qu'on a besoin d'aimer d'abord les animaux. Si vous n'aimez pas, vous ne pouvez pas le faire. C'est de la difficile, passion. c'est cela? Exactement. Parce que c'est des oiseaux qui ont l'habitude de se promener, mais là, vous les avez ramenés chez vous, vous les avez mis dans un enclos, donc vous devenez en même temps leur médecin, leur nourricier, ainsi de suite. Donc, c'est une question de passion. Il faut maîtriser l'itinéraire technique que vous voulez utiliser, c'est-à-dire les soins à apporter à ces animaux-là, l'alimentation, parce que nous parlons d'œufs. Alors, qui dit œufs parle essentiellement d'alimentation, parce que ce que je vais donner à une poule qui va pondre des œufs que je vais ramener à table, c'est différent de ce que je vais produire, ou je vais donner plutôt à un coq qui va juste se promener, après je vais l'abattre et le manger. Donc, tout réside essentiellement dans l'alimentation. Et il faut être disponible aussi, parce que lorsque vous arrivez à suivre la chaîne jusqu'à ce que la ponte commence au niveau des œufs, il faut être disponible pour ramasser. En moyenne, on ramasse à peu près 5 à 7 fois par jour. Voilà, donc on peut dire que là, il faut avoir une bonne stratégie pour faire l'aviculture. Exactement. Mais déjà au Bénin, est-ce que l'aviculture est développée? Je dirais que l'agriculture est en train de prendre son essor. Ok. Développée, non. Parce que lorsque nous allons en comparaison avec les d'autres pays de la pays, sous-région comme la Côte d'Ivoire Nigeria. par exemple, le Nigeria, n'en parlons pas, nous sommes pas très loin, mais nous ne sommes pas encore là. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, il y a du travail qui se fait avec le ministère de tutelle ici, ce qui est le ministère de l'Agriculture, et les structures faîtières comme les associations ou les coopératives qui travaillent de plus en plus. Et depuis l'avènement du gouvernement actuel, les jeunes qui se mettent essentiellement à l'aviculture ou à l'agriculture ont tendance effectivement à associer les deux. Il y a un suivi, il y a l'accompagnement, c'est Oui, ça? le suivi, l'accompagnement, c'est pas encore ça. Parce que ce qui se fait ou ce qui se remarque aujourd'hui, c'est on accompagne ceux qui sont réellement installés, ceux qui sont réellement connus. Mais lorsque il y a une épizootie, j'appelle épizootie les questions de maladies comme on a connu par le passé la grippe aviaire, c'est beaucoup plus les petits producteurs ou les petits éleveurs qui ont de gros soucis parce qu'ils n'arrivent pas à contrôler ces maladies-là. Et dites-moi, est-ce qu'il y a des contraintes liées au système avicole, à l'aviculture? Est-ce que pour vous qui êtes dans ce secteur-là, est-ce qu'il y a réellement de difficultés
pratiquer l'aviculture au Bénin? Exactement, merci. En ce qui concerne les contraintes, ça ne manque pas, comme dans toute activité. Les contraintes sont essentiellement liées à l'approvisionnement. Je veux dire approvisionnement non seulement en termes de poussins, en ce qui concerne le coût de l'alimentation, parce que c'est le coût de l'alimentation qui détermine à la fin de la chaîne le coût de vente ou de cession de ces produits-là. Et d'un autre côté, il y a aussi l'écoulement, parce qu'on peut produire et ne pas trouver... C'est-à-dire, quand vous faites tout ce travail, est-ce que le marché de commercialisation existe? Produire des œufs, oui. On a des œufs sur le plateau, mais est-ce que vous arrivez à vraiment écouler ces œufs? Et quelle est la période d'écoulement, la période favorable pour la consommation des œufs? Aujourd'hui, je pourrais dire que la période de pic, c'est essentiellement les périodes de fête. La période de Pâques, par exemple, il y a plein de gens qui proposent de gâteaux, plein de priants et autres, c'est à base d'œufs. Et nous avons aussi cette période de communion, de confirmation au niveau de l'Église qui va démarrer bientôt. C'est une période. Après ça, nous avons aussi les périodes de fin d'année. C'est les deux moments où on consomme beaucoup plus les œufs, où que le monde avicole fonctionne. Mais ça nourrit son très rapidement, est-ce que vous pouvez nous donner des chiffres? C'est-à-dire, sur le plan national aujourd'hui, jusqu'à quel taux la population béninoise consomme ce que vous produisez en matière d'aviculture? En matière d'aviculture, donner un nombre serait un peu biaisé parce que je suis, moi, dans ma zone. Je ne pourrais pas dire celui qui est à Manigri ou Pereret, je ne pourrais pas dire quelle est la consommation qu'elle a. Je ne veux pas utiliser des statistiques de la FAO. Mais à votre niveau? À mon niveau, par exemple, déjà que je fonctionne avec essentiellement mon entourage, ce qui fait que je vends à 100%. À 100%? Ah oui. Wow. 100% pour... Donc le métier nourrit son âme. Exactement. Quand on le fait avec passion. M'amène à dire ou bien à aspirer à d'autres. Bon, en tout cas, si on peut avoir des œufs, pas uniquement pour Pâques. Surtout pas pour vous. Gratuitement, c'est bon. Ah bon. C'était ça l'objectif de ce plateau, bien fêter la Pâques avec vous en mode agricole. Des œufs, on en consomme chaque jour. Comment les produits, c'était important quand même d'en savoir plus. Oui. Et on a reçu M. Donnan Hazoumen, voilà. Oui. Merci d'être venu. On a bouleversé un peu votre programme parce qu'en tant qu'agriculteur, vous n'avez pas assez de temps, je le sais. Merci d'être arrivé. C'est un plaisir, merci beaucoup. Oui. Je vous laisse les œufs. Vous n'allez quand même pas repartir avec, non, vous aussi. C'est vrai que ça me donne pas trop... Je les rapproche de moi. D'accord. Merci beaucoup, Marcel. Merci également à vous, Monsieur Donnan Hazoumen, pour toutes ces informations que vous nous avez apportées. On va fêter Pâques, continuer de fêter Pâques jusqu'à quelques heures, encore avant demain, avec Pâques, avec les œufs. Avant de reprendre le boulot. Et ça, c'est clair. Alors, mesdames et messieurs, c'est tout pour Monde agricole. Nous allons rester avec Marcel Guetoro pour recevoir à présent l'invité de Nature et Bien-être. Et là, nous allons parler de terre nourricière. C'est Nature et Bien-être. Le monde célèbre aujourd'hui la journée mondiale de la terre nourricière. Mais lorsqu'on parle de terre nourricière, de quoi il s'agit? Quels sont les objectifs de cette journée-là? Nous allons recevoir tout à l'heure Patrice Sabo, naturaliste, pour aborder toutes les questions liées à cette journée mondiale de la terre nourricière. Mais d'abord, voici ce que William Apollinaire Tchoki nous propose sur le sujet. La Terre, c'est 193 États pour plus de 7 milliards d'habitants. Mieux, plus de 7 milliards de bouches à nourrir. Elle nous donne tout, de quoi manger, de quoi se loger, quoi s'éduquer et même de quoi s'instruire. Cette terre généreuse reçoit en retour de la part des humains que nous sommes des actes d'ingratitude, des comportements de nuisance à sa survie, l'utilisation à foison des pesticides. Il représenterait un marché de plus de 2 milliards d'euros. Ces produits de synthèse permettent d'améliorer la productivité agricole, mais ce sont des véritables cocktails chimiques dont on ne connaît pas toujours les conséquences à long terme pour l'homme et pour la nature. Les études ont été faites en France où on a montré le lien qui existe entre les pesticides chimiques et la baisse de la fertilité masculine. Mais chez nous, ici au Bénin, nous n'avons pas de chiffres. Il n'y a pas d'études de fait.
Les plus utilisés aujourd'hui sont les fongicides pour tuer les champignons, les herbicides pour anéantir les mauvaises herbes, puis les insecticides. Quand on prend l'herbicide, les gens ne veulent plus s'appeler. Donc c'est l'herbicide qui devient maintenant l'effort. On passe, on repasse l'herbicide. Alors les insecticides, vous allez voir sur les centres, ce sont les petits enfants qui n'ont aucune protection, qui n'ont pas de masque et qui s'en à donc comment on appelle. Voilà. Donc tout ça là, les emballages, les gens ne veulent plus les brûler, ne veulent plus les enterrer, ne veulent plus. Soit c'est le propriétaire même qui l'utilise, ou bien il rassemble ça et la met sur le marché. Les organismes génétiquement modifiés ne sont pas du reste. La technique est utilisée dans beaucoup de pays, mais aujourd'hui, elle divise les scientifiques au vu des nombreuses conséquences sur l'environnement et sur l'alimentation. Il faut agir et rapidement, que ce soit les tomates, que ce soit les produits du grenier. On ne peut plus dire ces produits, c'est sain, ces produits se dépasser. C'est grave pour nous, c'est grave pour les générations à venir. L'une des solutions réside dans notre capacité à nous solidariser et avoir un dénominateur commun qui est la question de la souveraineté alimentaire. Parce que quelqu'un a pu le dire, si vous laissez coloniser les semences, il va de soi qu'on va maîtriser notre production. Et si on maîtrise notre production, on va coloniser notre alimentation. Et si on colonise notre alimentation, on va coloniser notre manière de penser. Comment produire et couvrir tous les besoins alimentaires des hommes sur Terre avec zéro utilisation d'engrais chimiques? La question est toute posée, mais la coalition pour la protection du patrimoine génétique africain y croit dur comme fer. Et lorsqu'on fait l'agroécologie, justement, on privilégie un mode de production qui est ami de la nature. Et donc, pour nous, nous devons produire avec zéro pesticide de synthèse, avec zéro fertilisant de synthèse. Retourner au mode endogène de production agricole, c'est ce qui est demandé. Des méthodes respectueuses de l'environnement pour tenter d'apaiser la colère de la nature. Merci à vous, William Apollinaire Tchoki. Alors, Marcel, on se retrouve. On est ensemble pour recevoir cette fois-ci avec l'environnementaliste. Oui, on reçoit Monsieur Patrice Sagbo. Oui, je l'ai dit tantôt, à l'entame de cette émission, ne vous présente plus. Pas de problème. C'est votre plateau. Nous sommes des amis. N'est-ce pas? Oui. Comment allez-vous? Très bien, merci. Joyeux Pâques à vous aussi. À vous aussi. Merci beaucoup. Voilà. Alors, une journée mondiale pour célébrer la terre nourricière. Oui. Pourquoi? C'est Dieu même qui l'a dit. Ah bon? Oui. Et au commencement, ça c'est Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Donc la deuxième création de Dieu, là, c'est la terre. Et vous savez même que vous êtes l'émanation de la terre. Parce qu'on dit l'homme est poussière. Oui. Vous retournez encore poussière. Oui. Donc nous sommes... continue. Voilà. Les versets bibliques sur ce plan. C'est ça, donc c'est comme ça. C'est depuis l'espère. L'alpha et l'oméga, c'est la terre. La terre. Voilà, donc c'est pour ça. Et vous allez me dire, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui sans la terre? On va commencer par énumérer. On va trouver beaucoup. Nous allons manger, c'est la terre. Nous allons nous soigner, c'est la terre. Nous allons respirer, c'est la terre qui est le socle de l'arbre qui produit l'oxygène. C'est la terre qui donne vraiment tout. La terre a une vie, elle est dynamique. Lorsque les cyclones commencent, vous allez voir, et que les cyclones commencent par emporter mer, eau, toutes sortes, l'homme perd son support. C'est fini, quoi. Donc, il n'y a rien du tout, quoi. Je vous voyez, chaque jour que vous êtes à Cotonou ici, parce que nous sommes à Cotonou, vous voyez le nombre de sacs de charbon convoyés à Cotonou, à Parakou, à Porto-Novo. Et chaque véhicule, plaque bleue, plaque rouge, plaque ceci, avec Baccaron. Moi, je voudrais déjà qu'on revienne un peu. Oui, dans le c'est ça. C'est tout ça là qui menace la terre. Les plaques, les rouges, les bleus. Non, je parle de combien d'arbres on a tués pour trouver un sac de charbon. Et tous les jours, nous faisons ça. Et en même temps, on parle de changement climatique. Moi, je ne sais pas ce que c'est tout ça qui a peut-être incité voilà, toutes ces menaces-là. Les gens à créer justement cette journée mondiale de la terre. Cette journée mondiale a commencé par un individu seulement, sensible au bien-être de l'environnement.
Et cette journée Et c'est en 70 qu'il a commencé. Okay. C'est 20 ans après que la communauté internationale a vu que ce qu'il dit là, on doit prendre ça au sérieux. Et on a décrété cette journée en 1990 comme journée internationale de la terre. Et après, on parle de la terre nourricière. C'est pour nous sensibiliser toujours qu'on a ajouté le volet nourricier. Pourquoi? Parce que lorsque quelque chose vous donne à manger tous les jours, vous allez cracher dans la chose. Est-ce que vous allez tuer cette chose-là? C'est pour nous sensibiliser, pour dire quand même cette terre, elle est tout pour vous. C'est elle qui vous soigne, elle vous nourrit, elle vous soutient. Est-ce que vous pouvez accepter que cette terre soit détruite? C'est toujours pour nous sensibiliser et pour nous éduquer à bien nous occuper de cette terre pendant que nous y sommes, que les gens ont ajouté l'aspect nourricier. Et quelles sont les actions qui sont menées ou bien qui doivent normalement être menées au cours de cette journée? Il y a toutes les actions. Et moi, avant de répondre concrètement à votre question, je vais remercier le gouvernement du Bénin. Parce que depuis plusieurs années, c'est en 2018 et en 2019 que nous avons eu 2 grandes décisions qui arrêtent les conflits domaniaux. C'est le moment de rendre hommage vraiment à notre gouvernement. C'est rare d'avoir M. Sagbo féliciter un gouvernement. En matière d'environnement, nous avons toujours dit ici, sur votre plateau, que le gouvernement a beaucoup fait ici. Lorsque le gouvernement vient et dit « j'interdis strictement la coupe des bois et la vente anarchique de ces bois-là à l'extérieur », c'était les premiers gouvernements, les premières décisions. Vous savez, on a écrit une motion pour féliciter le gouvernement dans ce sens. Déjà, au niveau de vous, acteurs, ou de chaque individu, comment protéger déjà sa terre? Nous sommes déjà ici, le 22, qui est la journée vraiment de la terre. Mais nous avons déjà célébré cette journée-là par anticipation, le 13 dernier. Voilà. En faisant quoi? En nous occupant de la thématique, la terre nourricière, entre l'éducation et le changement climatique. C'est ça. Et on sait que l'éducation n'a pas de fin. C'est un processus long. Nous avons rassemblé des gens de l'ONG, des populations, et nous leur avons dit les comportements qu'il faut avoir pour continuer à rester sur la terre pendant longtemps et pour que la terre aussi continue à nous servir. Mais quels sont ces comportements pour limiter les dégâts que l'homme opère sur la terre? Voilà. Nous devons cesser les carrières ou bien les réduire. Nous devons cesser de couper systématiquement les arbres. Nous devons cesser la monoculture. Nous devons éviter la déforestation. Voilà, nous devons appliquer les lois qui parlent de la gestion durable des terres dans nos pays. Ça existe. Je vais poser une question qui va paraître peut-être bizarre. Si j'ai un arbre planté chez moi à la maison et qui peut-être a vieilli et que je veux m'en débarrasser, je fais comment? Voilà. Pour vous, l'arbre vieillit, quoi. Non, pour vous, c'est ça. C'est pourquoi j'ai dit que c'est une préoccupation. Oui. Pour votre préoccupation, je vais donner une réponse à 2 volets. Ça m'amène à dire plantation naturelle et plantation de l'homme, privé. Lorsqu'il s'agit des plantations privées, comme l'ONAB le fait, il y a un plan de gestion, un plan d'aménagement. On sait que lorsque l'arbre a tel âge, on peut couper et le remplacer par d'autres. C'est la gestion durable, ça. Maintenant, lorsqu'il s'agit d'une forêt naturelle, est-ce que c'est vous qui l'avez plantée? Est-ce que, en quoi ça vous gêne? Nous ne pouvons pas nous mettre à tuer, ravager toutes les forêts naturelles parce que ces arbres nous arrêtent les vents violents ou bien ralentissent les vents violents, régulent les érosions. Et les cyclones que vous avez comme Idaï au Malawi, au Mozambique et qui a tué plus de 1000 personnes déjà, ça peut contribuer à arrêter, à freiner ces événements-là. C'est ça. Et ça vous donne également de la pluie en son temps. C'est ça, ma chérie, vous n'avez aucun intérêt à couper votre arbre à la maison, même si vous l'avez planté vous-même à la maison. Donc, je plante, j'assume la responsabilité de garder jusqu'à... Vous n'assumez rien. Parce que même si vous faites béton et que vous abandonnez le béton, que vous veuillez ou pas,
vous allez voir des herbes pousser c'est contre clair. votre volonté. Ça, c'est vrai. En C'est plus. parce que la nature n'a pas besoin de vous. J'ai posé la question pour aider Oui. les téléspectateurs parce que je sais qu'il y en a qui coupent les arbres de façon anarchique. Bien sûr. Tant que c'est planté par Voilà, c'est soi-même, ça. on se dit, bon, C'est ça. j'ai Je plein suis droit. propriétaire. Non, il ne faut pas les couper C'est ça. parce que les arbres aussi ont une vie. Voilà. Et c'est pour gérer, c'est pour faire ces choses que même nos populations qui n'ont pas été à l'école ont trouvé des événements historiques de chez eux pour dire, pour mieux conserver, nous déclarons cette forêt-là, forêt sacrée, parce que c'est nos parents qu'on enterre ici. On va finir par sacraliser même les maisons. Hein. Non, c'est pas ça. Merci à vous, merci beaucoup, Monsieur Patrice Sagbo. En tout cas, on sait à quoi ça sert aujourd'hui cette journée célébrée à travers le monde, la journée mondiale de la terre nourricière, et quelles sont les actions qui peuvent être menées pour marquer cette journée. Encore qu'il ne faut pas attendre le 22 de chaque année pour protéger la terre. C'est déjà sensibiliser, c'est déjà communiquer, c'est déjà opter pour les bonnes habitudes en matière de protection de la terre, car la terre, notre terre, elle est une terre nourricière. Exactement. Merci beaucoup, M. Sagbo. Passez une très belle fête. Vous également. Bonne soirée. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, il est 19h45, Marcel. À très bientôt. Le journal. Eh oui, le journal, mesdames et messieurs, avec Estelle Pazot. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du journal. Période pascale, période de fête, mais aussi de bonnes affaires pour certains commerçants. Ils sont nombreux à y trouver leur compte, constat dans ce journal. Devenir un prêtre catholique, c'est une vocation. Être prêt pour le célibat et à se mettre au service de Dieu sont quelques conditions. Vous aurez plus de détails. Et puis, le phénomène de l'esclavage des enfants n'existe pas encore au Bénin, mais il existe d'autres formes de maltraitance à leur endroit que la direction du travail entend réprimer. Voilà pour les titres de ce journal. Lundi de Pâques, c'est lundi de fête chez les communautés chrétiennes du monde entier. Il est souvent l'aboutissement de la veillée pascale. La veillée pascale qui, pour beaucoup de commerçants, est une occasion pour accroître leur chiffre d'affaires. Et ce commentaire de Patrick Adjagbojou sur les images de Mathieu Sokenou nous en dit davantage. Cotonou dans la fièvre pascale, aux alentours de l'église catholique Saint-Michel. Des bijoux et objets de dévotion pour soutenir la foi et accompagner la prière des fidèles chrétiens catholiques. Les bougies, objets de piété, sont les plus commercialisés. Nous vendons plus de bougies que d'autres objets. Il y a des bougies telles que Pau et Pascal. La fête pascale, une occasion de bonnes affaires pour les commerçantes. Si certaines d'entre elles se promènent pour proposer leurs marchandises, d'autres par contre sont installées au bord des ruelles, des églises. Ici, vendeuses et acheteurs sont en négociation, mais s'abstiennent de dire un mot sur les activités commerciales qui s'animent autour de la Pâque. Un tour de ville, l'ambiance est comme celle des jours ordinaires. Après dimanche, jour de Pâques, la fête continue jusqu'au lundi de Pâques, deuxième jour de la semaine sainte. On reste avec la communauté chrétienne catholique et on s'intéresse au prêtre. C'est un homme qui offre sa vie à Dieu et qui se met au service du peuple. Il est ordonné et envoyé par l'Église pour proclamer la bonne nouvelle du Christ. Mais tout le monde n'y est pas prédestiné. Il est indispensable de remplir certains critères avant de devenir prêtre. Quel est le processus pour devenir un prêtre catholique? Réponse avec Andrea Roussou, Amandine Aliamboussou et Marcel Arrossi. La vocation de devenir prêtre et de servir Dieu répond à un long processus. Elle est acquise dès le bas âge à l'aune des séances de prière, d'adoration et de la vie communautaire sous la houlette d'un membre du clergé. Devenir prêtre prend sa source dans le désir d'être continuateur de la mission accomplie par le Christ.
C'est pourquoi des jeunes que nous appelons aspirants, ceux qui sont habités par le désir de devenir prêtres, c'est eux qu'on accueille dans les séminaires quand ils ont auparavant partagé leur désir de devenir prêtres avec leur curé. Et c'est une première étape que l'on appelle étape de l'aspiranat. L'appel de Dieu est entendu de façon diverse et variée. Vous pouvez poser la question à 1000 prêtres, vous aurez 1000 réponses. J'ai eu la vocation par le biais d'un prêtre. Devenir prêtre est une histoire d'amour. Je suis tombé amoureux de devenir prêtre depuis ma petite enfance. C'est ainsi qu'il passe de l'étape de l'aspiranat à la vie du séminariste. On parlera du discernement de sa vocation. Pour le futur prêtre, la durée de sa formation dépend essentiellement de l'étape à laquelle il a commencé. Et ceux qui ont commencé par les petits séminaires ont 9 ans de formation initiale avant de passer le filtre du séminaire propédeutique qui les introduira au grand séminaire où ils subiront 8 ans de formation en vue du ministère. Et c'est là la formation essentielle elle-même. Il est traditionnellement requis par les tests et autres lois régissant le processus de porter la soutane, l'âge minimum de 25 ans au plancher et 75 ans au plafond pour jouir de ses droits. Le prêtre est par définition un ancien. Un ancien a besoin quand même d'un minimum de sagesse. C'est pourquoi aujourd'hui, on ne peut pas devenir prêtre quand on n'a pas au moins 25 ans, 25-27 ans au minimum. Les matières que nous recevons au séminaire, d'abord c'est de 4 ordres. Il y a la formation communautaire, la formation humaine, la formation intellectuelle et la formation spirituelle. Pour aller jusqu'à la fin de ma formation, je dirais simplement que c'est par la grâce de Dieu et l'intercession de la Vierge Marie. Je ne compte pas sur mes propres forces, sur mes propres qualités peut-être, non. C'est Dieu qui gère, c'est Dieu qui appelle et qui choisit, qui établit prêtre. Il y a donc lieu de les encourager vivement et de les accompagner dans cette marche. C'est donc du long processus fait d'études théoriques et pratiques aux extraits des principes canons de la théologie chrétienne et de l'exégèse que se forge le statut du prêtre, appelé à distiller dans l'opinion la parole de Dieu et les bonnes pratiques du fidèle chrétien catholique. Face au changement climatique, le Bénin prend déjà les dispositions. Les autorités béninoises entendent rendre opérationnelles les retombées de la COP 24. Outre le Centre international de recherche pour une agriculture résiliente au changement climatique qui sera bientôt opérationnel, d'autres projets ont reçu avis favorable et seront bientôt opérationnels. Martin Pépin Aïnan nous en parle au micro de Louis Koudogbo et Amandine Agnemosu. Nous avons pu insérer déjà le CIRAC, le Centre international de recherche pour une agriculture résiliente au changement climatique, qui est une initiative de chef de l'État et qui a reçu l'approbation de nos pairs au niveau du groupe africain, donc des négociateurs. Et désormais, nous pouvons travailler, donc mettre en place une feuille de route et par la suite pouvoir opérationnaliser ce centre. Mais en dehors du CIRAC, le Bénin a obtenu aussi un petit projet donc, de l'évaluation des besoins en technologie. Donc, en termes d'évaluation des besoins en technologie, le Bénin a obtenu 132 000 $ qui lui permet donc de faire l'étude. Et après l'étude, dans chaque domaine, que ce soit au niveau de l'adaptation, de l'atténuation ou même au niveau de l'efficacité énergétique dans la construction des villes durables, nous pouvons donc présenter des notes conceptuelles qui seront financées à partir de 10 millions donc de dollars. Donc, vous savez, il y a un processus en cours avec la GIZ sur le PAS-PNA. Et sur ce processus en cours, on avait défini 3 thématiques de vulnérabilité, à savoir la ressource en eau, la santé et l'agriculture. Nous sommes allés plus loin maintenant avec ce nouveau projet que nous avons avec le PNUD pour définir tout ce qui est vulnérabilité dans le domaine des infrastructures, dans le domaine de l'urbanisme, dans le domaine de l'énergie, pour compléter les autres thématiques en cours, ce qui nous permettra d'avoir un document de plan national d'adaptation et qui pourra servir donc pour la mobilisation de ressources. Donc là, nous avons mobilisé 1,5 million de dollars.
L'autre retombée, c'est que nous avons avec le PNUE cette fois-ci mobilisé donc un projet de 10 millions de dollars. Ce projet de 10 millions de dollars couvre tout ce qui est résilient dans les zones de centre et puis du nord, et dans 5 communes de notre pays, toujours dans le domaine de l'adaptation au changement climatique. Vu que le Bénin a validé son plan d'action national sur la gestion durable des terres, nos partenaires ont accepté de nous accompagner pour la rédaction de la note conceptuelle, pour la mobilisation aussi de ressources afin de mettre en œuvre notre plan national de gestion durable des terres. On s'intéresse à présent aux enfants. Il est assez courant de les voir au travail, dans les rues et sur les chantiers. Ce n'est pas encore l'esclavage, mais une autre forme de maltraitance que la direction du travail entend réprimer après de longues années de sensibilisation. Amitié Sabidi, Nadège Sané. Un enfant sur 3 travaille au Bénin d'après une étude nationale réalisée en 2008 par la direction du travail. Même si l'esclavage des enfants est pratiquement inexistant au Bénin, la servitude, la mise en garde et le servage sont des pratiques analogues. En 2014, il y a une enquête ciblée qui a montré que les chiffres ont grimpé. Et nous sommes passés donc de 34% en 2008 à 52,5%, ce qui équivaut globalement à 2 800 et quelques mille enfants au Bénin. Fin 2018, il y a eu l'enquête démographique et de santé, l'EDS, qui a ressorti le chiffre de 33%. Forcés à quitter l'école très tôt, ces enfants arrachés à l'affection de leurs parents sont soumis contre leur gré à des activités économiques pour subvenir aux besoins de leurs géniteurs. Ils sont parfois la main-d'œuvre qui renforce le pouvoir d'achat des parents. Le premier secteur, c'est le secteur de l'agriculture, avec plus de 70% de l'effectif des enfants qu'on y retrouve. En dehors de ça, il y a le secteur des services. Donc vous voyez le commerce et autres qui vient autour de 20%. Il y a le secteur de BTP, d'accord, qui emploie aussi. Plus de 7500 enfants sont exploités dans les marchés de Dantokpa, Wando et Azeke, respectivement dans les départements du littoral, de l'Ouémé et du Borgou. Des chiffres révélés par la direction du travail et qui ont suscité chez les décideurs des mesures hardies pour éradiquer le phénomène. Les actions que nous menons en particulier sont des actions de sensibilisation, de mobilisation sociale. Dans notre pays, on considère qu'un enfant peut aller aider ses parents au travail, au champ. Il y a comme une acceptation dans notre culture de la pratique. Donc, il faut travailler à démonter cela. Selon les prescriptions du Code du travail, aucun enfant ne devrait être en situation d'apprentissage ou de travail avant l'âge de 14 ans. Depuis plus de 4 ans déjà, des actions de sensibilisation pour conscientiser la population ont été menées par la direction du travail. Aujourd'hui, l'heure est à la répression. Toute personne reconnue coupable s'expose à des sanctions prévues par la loi. Vieilles de près de 45 ans, les relations diplomatiques sino-gabonaises ont été célébrées. C'était autour d'une série d'activités qui a permis aux deux parties de faire une rétrospective, d'établir un bilan et enfin de dresser les perspectives de leur partenariat. Un accent particulier a été mis sur la confiance politique, la forte complémentarité économique et les échanges culturels qui ont jalonné cette coopération, qualifiée elle-même d'excellente et soutenue par un cadre juridique riche et diversifié entre les deux parties. À ce jour, l'Empire du Milieu est présent dans la quasi-totalité des secteurs d'activité au Gabon. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur BB24, la chaîne du développement. Merci Estelle pour la présentation de ce 19h45. À très bientôt, excellente soirée à vous. Mesdames et messieurs, le dernier plateau du grand rendez-vous de ce soir, Autant savoir. On parle pas qu'encore dans Autant savoir cette fois-ci avec Agnat Bello pour
voir les traditions autour de cette fête-là. Mais d'abord, mesdames et messieurs, je nous propose de suivre ce reportage réalisé par Fulgensia Ontonji. Le chocolat et les œufs ne sont pas les seules traditions de Pâques. Le port de vêtements neufs en est une. Dans les petites paroisses, il fallait porter des vêtements neufs pour Pâques, particulièrement des vêtements légers. Les couleurs vives remplaçaient les couleurs ternes. Selon certaines croyances, porter un nouveau vêtement le jour de Pâques porterait chance tout le long de l'année. Le dimanche de Pâques est un jour spécial où les chrétiens du monde entier célèbrent la résurrection de Jésus-Christ. Dans certains pays, la tenue traditionnelle pour le dimanche de Pâques est un costume pour les hommes et une robe et des bonnets de Pâques pour les femmes. Cependant, il est important de préciser que ce vêtement officiel a été remplacé par des tenues plus décontractées dans de nombreux pays où la fête de Pâques est célébrée. Que vous prévoyez faire une sortie entre amis, aller prier à l'église ou concocter une soirée en amoureux, il faut mettre les chances de son côté pour sortir de l'ordinaire. C'est l'occasion de se mettre sur son 31, d'oser et surtout de se faire plaisir. Il ne s'agit pas de se ruiner ou se travestir, mais de rester fidèle à votre style, d'ajouter quelques détails chics et glamour sur vos tenues. N'hésitez pas à mettre vos belles tenues. Offrez-vous cette fameuse petite robe ou optez pour ce modèle que vous adorez, mais que vous n'osez pas porter. Voilà, c'était donc le reportage réalisé par Fulgensia Ontonji, mais qui porte la voix de Rebecca Adjinankou. Et on retrouve sur le plateau notre chroniqueuse de tous les temps, pour autant savoir. Heureuse d'annoncer, bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir et bonne fête de Pâques. Merci beaucoup. Alors, on parle de fête. Fête, quelle tradition autour, mais sans l'invité, je l'ai annoncé tantôt, Enoch Akpo, il est pasteur de l'église protestante méthodiste du Bénin. Il n'a pas pu faire le déplacement. Il n'a pas pu être là, hein, ça se comprend, la période de Pâques, les hommes d'église sont très sollicités, donc oui. on l'excuse et on présente aussi nos excuses aux téléspectateurs parce qu'il n'a pas pu être là, mais il faut quand même qu'on vous informe sur quelques traditions que nous avons pu relever. Et quelles sont déjà ces traditions que vous avez pu relever pour les téléspectateurs? Alors, bien, vous le savez, c'est vrai. Pour beaucoup de fêtes, il y a toujours des traditions autour. Oui. Si on porte du rouge, du blanc, par exemple, à l'occasion de la Noël, et qu'on consomme la dinde de Noël et qu'on décore son sapin. Pour la Pâques aussi, il y a quelques traditions, même si ces traditions, on ne les connaît pas toujours, comme dans le reportage de Fulgensia Ontonji que nous avons suivi. Il y a des tenues vestimentaires, il y a la décoration des œufs de Pâques. Donc, il y a plein de symboles aussi. Et c'est vrai qu'ici, sous nos cieux, et d'ailleurs même la plupart des invités que vous avez reçus en ont parlé. Nous ne respectons pas toujours les traditions, mais cela n'empêche pas que les traditions existent. Donc, quand on parle par exemple de Pâques, on en revient toujours aux œufs de Pâques. Alors, pourquoi les œufs de Pâques? Les œufs de Pâques, d'abord parce que l'œuf symbolise la promesse de la vie. Alors, cette tradition vient aussi du fait que pendant longtemps, pour la période du jeûne, il était interdit de consommer des œufs. Ça fait qu'on était content à la fin de ce mois, après toute cette interdiction, toute cette juste absence de consommation d'œufs. On reprend avec nos habitudes. On reprend avec les œufs. Et voilà, donc aujourd'hui, quand on parle de Pâques, on pense aux œufs de Pâques. Je ne sais pas si vous, heureuse, vous avez déjà décoré vos œufs de Pâques. J'avoue que je l'ai dit tantôt avec l'espère qui non plus n'a pas cette habitude, je ne l'ai pas fait, je n'en ai même pas acheté. D'accord, alors il faut dire qu'aujourd'hui, c'est vrai, comme cela demande beaucoup de temps et beaucoup de doigté, il y a des parents qui préfèrent plutôt se rabattre sur des œufs au chocolat.
déjà ok. fermés, Déjà des œufs au décorés. chocolat. Déjà décorés, mais Ok. déjà en chocolat. Alors, le chocolat, vous le savez, tout le monde l'aime, il est délicieux, le Oui. chocolat. Les enfants en raffolent, tout le monde en Franchement. raffole. Donc, c'est devenu aussi ça. Aujourd'hui, on offre du chocolat aussi. Donc, ce n'est à la pas, Pâques. ce n'est plus des œufs durs. Ça peut ne pas être des œufs Ok. durs. On offre des œufs durs, mais aussi ça peut ne pas être des œufs durs. On peut avoir des œufs en forme de chocolat. chocolat. Et quand vous faites le tour dans la plupart des supermarchés ici à Cotonou, vous voyez, il y a plein de grands chocolatiers qui vous proposent des œufs. Je crois qu'on a eu une image Voilà, tout à l'heure sur là. ces images, Très, justement. très, très jolie, très belle décoration. Voilà, merci beaucoup à Ça, Christelle. vous voyez, tout de suite, on se rend compte avec les couleurs et tout ça. Tout le monde n'est pas artiste, hein, tout le monde ne peut pas ne pas le faire, mais Mais vous voilà. avez la possibilité de l'acheter. De l'acheter. Vous avez- Et je me demande bien si, bon, dans notre tradition, on va offrir un œuf décoré ainsi, mais l'enfant va garder quelque part sans savoir qu'on peut en manger. Alors, j'aime bien quand vous parlez des enfants tout de suite, parce que avant qu'on en vienne, vous savez, il y a la chasse aux œufs. La chasse aux œufs de Pâques. La chasse aux œufs de Pâques, et cela veut qu'on ait un jardin où on dispose des œufs de façon à ce que ce soit caché. Et c'est aux enfants, en s'amusant, en jouant à cache-cache, de découvrir ces œufs-là. Et ce que tu trouves, tu le prends. C'est pour justement. toi. C'est pour toi. Ah bon? Donc, ça peut être des œufs durs, comme ça peut être des œufs en chocolat. En chocolat. Voilà. D'accord. Maintenant, il y a aussi, à part les œufs en forme de œufs, chocolat, on a aussi des lièvres. Des lièvres et des cloches. Des cloches pour appeler les cloches de l'église qui ont cessé de sonner pendant longtemps et qui reprennent à sonner après la Pâque. Donc, vous verrez des chocolats en forme de cloche. D'accord. Alors, lièvre, souvent, avant, on disait que c'est le lièvre qui ramène le printemps. Le mois d'avril, c'est le mois du printemps. Et souvent, à la Renaissance, c'est le lièvre qui ramène tout ça. Donc, franchement, on consomme aussi des œufs en forme de lièvre, pour pouvoir, du chocolat en forme de lièvre, pour rappeler aussi cela, l'importance de cela. Donc, vous voyez autant de traditions autour de la Pâque. Pâque. D'imagination aussi, hein? Oui. Maintenant, il y a la table de Pâques. La table de Pâques, au début, à l'entame, les anciens, pour Pâques, normalement, on se retrouve en famille. Et quand on parle de table de Pâques, c'est la grande famille. C'est le moment de taire toutes les dissensions, de commuer à travers la résurrection du Christ, pour la plupart des chrétiens, de retrouver l'harmonie familiale, de retrouver le sens de l'engagement, la solidarité, tout cela à travers la table de Pâques. Alors, on a une table de Pâques qui sera décorée, on aura des œufs sur la table, on aura tout ce qu'on aime manger. Voilà. Les enfants autour, les petits-enfants, les grands-parents, tout le monde se retrouve à Pâques pour la table de Pâques. De Pâques. Là, c'est un peu comme une fête en famille où tout le monde se retrouve à table, on tait tout ce qu'il y a comme discorde et tout, et puis tout le monde reprend. Et on renaît, la famille renaît renaît. alors. Alors, quand on parle souvent de Noël, j'en avais parlé tantôt, on parle de dinde de Noël. Oui. Mais vous savez que pour Pâques, on parlera de l'agneau. Ah oui. En référence à l'agneau pascal. À l'agneau pascal, Alors, effectivement. Cela, on s'est rendu compte comme on ne peut pas manger comme ça l'agneau pascal, on a trouvé le moyen d'en manger quand même. C'est lequel? C'est de se rabattre sur les agneaux qu'on connaît. Donc, beaucoup consomment des gigots d'agneau pendant la Pâque. Là, vous allez vous rendre compte que quand vous passez au niveau de certains bouchers, ils ont beaucoup de demandes. Il y a des gigots et tout ça. Vous pouvez le braiser, vous pouvez frire. Mais vous consommez un gigot d'agneau, c'est une façon de célébrer. J'aurais aimé que ce soit peut-être une émission diffusée dimanche ou même samedi pour donner des idées aux parents. Non, mais on espère qu'à la prochaine fête pascale, on sera encore ensemble. Oui. Mais et qu'ils vont prendre tout ça en compte pour les fois à venir. Oui, c'est sûr, mais il y aura certainement des téléspectateurs qui vont se retrouver dans toutes ces traditions-là. C'est sûr, Nous, oui. on incite beaucoup de personnes à aller vers les traditions parce que c'est aussi une façon de perpétuer ce qui se faisait avant, donc de rester solidaire un peu de tout ce qu'on connaît. Maintenant, moi, je veux bien qu'on parle des traditions béninoises en ce qui concerne la Pâque. Parce que tout ce que vous dites là, moi je dis, c'est pas dans nos habitudes. Hein. Bon, comme on a la plupart. J'aurais même aimé avoir un reportage dans les centres commerciaux pour voir si ces œufs de Pâques sont vendus comme il se doit, comme ça se fait ailleurs en Europe. Si au Bénin, les gens ont vraiment cette connaissance de la chose,
si on en consomme assez. Tenez-vous bien, Heureuse d'Anondé. En tout cas, les œufs en forme de chocolat ont beaucoup circulé. Pas seulement dans les supermarchés, mais dans les pâtisseries et tout ça. Vous voyez les enfants, même certains restaurants offrent à l'occasion un buffet. Et au niveau de ce buffet, il y a des œufs de Pâques. Des œufs de Pâques, que ce soit des œufs durs ou bien des œufs en forme de chocolat. Alors que tout ce que vous dites là, c'est pour une classe donnée de la société. Encore qu'un œuf ne coûte qu'à peine 100 francs si vous le prenez en unité. Voilà. Qu'est-ce que ça nous coûte en tant que parents parfois de nous sacrifier pour que notre enfant puisse avoir droit à un œuf. Pour offrir de ces œufs vraiment décorés aux enfants. Bien décorés. Encore que si vous n'avez pas les moyens, il y a aussi la possibilité d'avoir des œufs, même si c'est des coquilles. Chacun peut griffonner quelque chose sur les coques et puis on offre quoi. Oui, maintenant chacun peut encore avoir une tradition. Les traditions, ça part de l'idée de quelqu'un. Aujourd'hui, Heureuse d'Anondé, avec votre petite famille, vous pouvez vous décider à avoir votre propre tradition à la Pâques. Qu'est-ce qu'on décide de faire à la Pâques? C'est comme ça on a remarqué qu'il y a de plus en plus de personnes qui portent du blanc pour aller... oui, effectivement. La veillée pascale, la veillée pascale, souvent. Vous voyez, souvent, on met du blanc. Ce n'est pas une recommandation divine, ce n'est pas écrit dans la Bible qu'il faut forcément porter du blanc. Mais bon, moi, je dirais peut-être que comme pour renaître, il faut renaître dans le blanc. Dans le blanc. Oui. Ils ont certainement opté pour ça. C'est sûr. Donc aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de Béninois qui aiment bien porter du blanc à la veillée pascale et tout ça. Et quand on parle, ce n'est pas que du blanc. Hein, le plus important, c'est de porter des tenues neuves. Cela a été dit dans le reportage de Fulgencia. Il faut porter une tenue neuve. Jamais porté, c'est cela? Oui, jamais porté. Jamais porté. Vous me direz, tout le monde n'a pas les moyens. Mais bon, une tradition, c'est une tradition. Ça a un coût. Effectivement, ça a un coût. Franchement, merci pour toutes ces informations. Ça nous a permis de comprendre, mis à part l'aspect religieux de la chose, il y a tellement de choses autour. De petites traditions. Franchement. Malheureusement, ce n'est pas encore ancré dans nos habitudes ici. Oui, mais Heureuse d'Anondé, on gagne tout ça à moi. Par contre, mon mot de fin, ce serait que tout un chacun, nous puissions développer notre propre tradition. Ça permet de ressouder la famille et de transmettre quelque chose aux générations à venir. Ce serait bien, par exemple, que dans 10 ans, on dise que c'est la famille d'Anondé qui a initié telle tradition autour de la Pâques. C'est bien possible. Je dirais certainement qu'à chaque fête de Pâques, que tous mes parents se retrouvent avec moi, qu'on mange ensemble à la maison. J'applaudis cette tradition, je l'applaudis. Là, on a le temps de revoir les visages qu'on n'a plus jamais vus et tout ça. Encore que le sens de la famille tente à se perdre sous nos cieux, ce serait bien qu'on puisse initier une tradition où tout le monde se retrouve pour la table de Pâques. Pour la table de Pâques. La famille, ce n'est plus seulement le père, la mère et les enfants quand même. C'est ce qu'on voit malheureusement. Merci beaucoup à vous, Aniat Bello, pour toutes ces informations, pour toutes ces recherches que vous avez eu à faire. On a compris assez de choses autour de cette fête-là. Merci à vous également, mesdames et messieurs. C'était un plaisir d'avoir passé ce lundi de Pâques avec vous. Le plaisir, il est partagé. Mesdames et messieurs, c'est surtout pour le grand rendez-vous de ce jour, lundi de Pâques. Mais d'abord, voici la météo.
Et voilà, ce sera tout pour le grand rendez-vous, mesdames et messieurs, de ce 22 avril 2019 consacré à la fête de Pâques. On vous souhaite une très belle année. On vous souhaite également une bonne soirée. À demain pour d'autres informations, certainement avec un autre animateur.